Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables de ce mercredi 4 juin. Comment mieux protéger l'océan? On en parle à l'occasion de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur ce sujet qui se tiendra la semaine prochaine à Nice. Des régions entières sont menacées par la montée des eaux, des glaces qui fondent sur nos pôles, des espèces de poissons et de mollusques et de crustacés toujours plus nombreuses à être menacées d'extinction pour cause de surpêche ou de changement climatique, des mammifères marins qui ingèrent du plastique en grande quantité. La liste des menaces s'allonge. Reste à voir si les périls peuvent être enrayés par les grands événements comme celui des Nations Unies à Nice dans quelques jours, car la mer est une ressource économique cruciale à condition de ne pas la détruire. Avec nous ce soir, Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, qui lutte contre la pollution plastique. J'espère que vous avez apprécié l'accent. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Xavier Louis, co-auteur de France sur mer, un empire oublié, aux éditions du Rocher. Alors, vous travaillez sur ce sujet depuis des décennies. Vous aviez même fait des rapports sur la mer pour Jacques Chirac lorsqu'il était à l'Élysée. Bonsoir. Avant qu'il rentre. Avant qu'il rentre à l'Élysée. Et on vous connaît bien sur Sud Radio, on vous retrouve très régulièrement. Et j'espère qu'on se retrouve cet été, mon cher Philippe. Il n'y a pas de raison. Et enfin, Lamia SM Lali, présidente de Sea Shepherd France, ONG de défense de la biodiversité marine. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va commencer par cet événement. Il y a un son bizarre, je ne sais pas si c'est chez vous, Lamia SM Lali, ça me parle en anglais dans le casque. Ah, c'est possible. Attendez. Oui. Alors, en français, ce serait ennuyeux, mais en anglais, je pense que c'est encore pire. Vous m'entendez? Allô? On va recaler le son. Oui. C'est parfait. Alors, normalement, c'est bon. Là, c'est parfait. Allez, on va commencer par parler de cet événement. Est-ce que cet événement, il peut changer quelque chose dans la ressource, les océans, etc. On va commencer avec vous, comme vous êtes à distance, l'ami SM Lali. Et pourquoi a-t-il lieu? Quels sont ses objectifs? Alors, moi, j'aimerais que l'objectif, ce soit qu'on ratifie le traité sur la haute mer, en l'occurrence, et qu'on prenne des engagements forts. Et d'ailleurs, à mon sens, avant de parler de ressources ou d'économie, j'ai envie qu'on resitue la priorité sur la notion vitale en fait de l'océan, puisque on parle beaucoup de changement climatique. Je rappelle que l'océan est le premier organe de régulation du climat et que d'une manière très simple, au-delà des questions économiques, si l'océan meurt, nous mourrons. Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment resituer, changer de regard. C'est avant d'être un milieu à exploiter et des ressources à préserver. Encore une fois, c'est d'abord et avant tout de la survie de l'humanité dont il s'agit. Et j'espère que ce message, il passera de manière très claire et qu'il se matérialisera avec des engagements concrets. Donc pour ça, je demande à voir. On va le savoir très très facilement. On verra bien si ce traité sur la haute mer est ratifié ou pas. Bon, les pronostics sont lancés. Je suis pas forcément hyper optimiste, pour rien vous cacher. Mais j'espère qu'au moins, ça sera l'occasion de mettre sur le devant de la scène des questions fondamentales sur la préservation de l'océan et de la vie marine. Pour résumer votre pensée, elle est churchillienne, wait and see. Muriel Papin. Écoutez, de notre côté, on trouve que ça permet de mettre la lumière sur le sujet de l'océan et sur tous les enjeux liés à l'océan. Donc déjà, en soi, ça, c'est un point positif. Les sujets sont nombreux, vous les avez cités. On a parlé de surpêche, de la haute mer. Nous, on va plutôt parler évidemment de pollution plastique. Et là, pollution plastique, je rejoins ce qui vient d'être dit, en fait. Défendre l'océan, c'est défendre l'humanité. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec la pollution plastique, on a une pollution aussi microplastique qui est, en fait, qui atteint nos corps et qui atteint la santé humaine. Donc c'est vraiment aussi nous défendre en défendant l'océan, et ça, il faut qu'on en ait collectivement conscience. Et ça, c'est déjà un bon point. Xavier Louis. J'apporte un peu une nuance, c'est-à-dire que je rends hommage à celles et ceux qui défendent, qui mettent d'abord en avant la protection de la planète, la protection de nos océans, mais il ne faudrait pas, et là je m'inscris un peu en faux sur ce qui vient d'être dit, qu'on oublie l'exploitation des océans. Il faut que nous exploitions les océans. Il ne faut pas bloquer toute exploitation. C'est en plus, et j'espère qu'on en parlera au cours de cette émission, c'est une énorme chance pour la France. Si la France veut retrouver sa grandeur, sa force économique, redevenir une grande puissance mondiale, c'est grâce à son domaine maritime.
Est-ce que dans ce type de conférence, on pense avant tout aux enjeux globaux ou aux enjeux nationaux? Parce que c'est quand même important que rappeler que chacun défend aussi, vous me passerez l'expression, son beefsteak ou son morceau de gras, ou là ce sera plutôt son morceau de poisson, selon que vous préférez. Lamia SM Lali. Non, je pense que justement, il faut qu'on sorte de cette vision de course au profit, devenir les leaders, etc. Il faut qu'on adopte une vision globale. La France a une énorme responsabilité parce qu'elle a le deuxième plus grand espace maritime mondial. Premier. C'est une opportunité, mais c'est surtout une responsabilité en matière de protection, d'abord et avant tout de protection. Alors certes, l'océan détient beaucoup de richesses. À mon sens, on n'en est pas du tout à s'inquiéter du fait qu'on ne va plus exploiter l'océan, puisqu'on le surexploite depuis des siècles. On a surpêché l'océan au-delà de toutes les limites, et on est dans une logique de compétition, de concurrence au niveau mondial qui est en train de tout détruire. Et donc oui, je veux bien que l'obsession, ce soit que la France redevienne une grande puissance économique. On voit bien qu'aujourd'hui, dans cette course justement au profit, à la puissance économique, à la croissance, on n'y arrive pas, on n'y trouve pas notre compte. Regardez, les Français font partie des plus grands consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Quand on fait le ratio entre le PNB, le niveau de vie et le niveau de bonheur des gens, on voit bien que ça ne colle pas. Donc moi, je pense qu'on se trompe complètement de chemin. Donc voilà, c'est un discours qu'on entend beaucoup, ce qu'on vient d'entendre. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, justement, et je pense que c'est l'occasion de revoir nos priorités et de se poser la question si le plus important c'est de redevenir une grande puissance économique et d'être leader sur l'exploitation de l'océan, ou si c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on pourrait se comporter en tant qu'espèce faisant partie du vivant, revoir quel est notre curseur, qu'est-ce qui fait finalement qu'on est heureux sur cette planète, plutôt que d'être complètement addict au pouvoir, à l'argent et à la concurrence mondiale. Mais il y a quand même une concurrence mondiale qui existe et à laquelle on ne peut pas s'extraire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une réalité. Bien. Attendez. Bien sûr, mais c'est bien justement que la France montre l'exemple parce qu'elle est la deuxième surface maritime mondiale et qu'elle soit plutôt dans une logique de protection. Et ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ne plus rien pêcher. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que l'objectif, la philosophie, elle soit d'abord dans une logique de protection et d'unité plutôt que dans une logique de concurrence et d'exploitation. Voilà, c'est juste modifier un peu le curseur. D'abord, un point. Si on prend la colonne d'eau, on est la première, on a le premier domaine maritime mondial. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez la colonne d'eau? C'est-à-dire effectivement, la colonne d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Si on prend ce qu'on appelle dans les zones économiques exclusives, normalement vous êtes souverain sur la colonne d'eau, c'est-à-dire les ressources halieutiques, ce qui concerne la pêche, mais aussi l'exploitation des fonds et du sous-sol. C'est-à-dire le pétrole offshore, les nodules, etc. D'accord. On a ce que n'ont pas fait les Américains. On a obtenu en 2015 500 000 km² de plus par l'extra-plaque. Et donc, on a la première, mais on n'a que la colonne d'eau pour ces 500 000 km². Mais donc, si on prend la colonne d'eau, on est devant les Américains. Et surtout, on est sur toutes les mers du monde. C'est ça qui est important. Oui, mais je répondrai sur le reste aussi. Non, je voudrais vraiment qu'on sorte du débat qu'on a là, où on oppose environnement et économie. En fait, c'est complètement stérile de vouloir surexploiter les océans, parce qu'à un moment, il n'y aura plus rien. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Et je n'oppose pas l'un à l'autre. Non, mais ce que moi je voudrais dire, si je peux parler, c'est que ça me semble très important qu'on ait aussi un autre rapport à l'économie, et à l'économie bleue, parce que l'économie bleue, c'est un terme qui est quand même un peu du greenwashing ou du bluewashing. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir en tête que quand on est dans une logique économique qui ne préserve pas l'environnement, eh bien, en fait, on tue aussi l'économie. Et si je prends le cas de la pollution plastique, en fait, on tue l'économie touristique, par exemple. Voilà. Et la surpêche, on a montré que dans certaines zones, eh bien, à un moment, les pêcheurs, ils n'avaient plus rien à pêcher. Donc, en fait, il faut vraiment ne pas opposer les deux. Préserver l'océan, c'est préserver la ressource et c'est avoir une approche aussi raisonnée des métiers qui vivent de l'océan. Et bien sûr, ces métiers, il faut les respecter. Mais voilà. Et ça, c'est dès qu'on est dans l'excès, on voit ça. Donc, je pense que c'est important aussi à l'UNOC, et on va avoir aussi des entreprises qui seront là, qui vont jouer leur rôle d'influence auprès des États évidemment qui vont défendre leurs intérêts. Mais c'est vraiment important que de plus en plus on arrête d'opposer économie et écologie, c'est stérile.
Restez bien avec nous pour ce débat sur les océans alors que l'UNOC va commencer, c'est du côté de Nice. Vous voulez réagir, poser des questions sur les mers, les océans, appelez-nous au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables. On parle à l'occasion du sommet de l'UNOC. C'est les Nations Unies qui vont parler des océans à Nice. Ce sera la semaine prochaine. On parle de la protection des océans avec Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. J'ai pas trop fait attention à l'accent, qui lutte contre la pollution plastique. Xavier Louis, auteur de France sur mer, un empire oublié aux éditions du Rocher. Il a travaillé sur ce sujet pendant des décennies et notamment a fait des rapports pour Jacques Chirac et Lamia SM Lali, présidente de Sea Shepherd France. C'est une ONG de défense de la biodiversité marine. On va parler de la pêche. Est-ce que la surexploitation des océans est vraiment criante en termes de pêche et est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que dans toutes les mers, tous les océans? Est-ce que c'est pour toutes les espèces? Comment ça se passe, Lamia SM Lali, comme vous êtes à distance? Oui, aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la vie marine, c'est la surpêche. Donc on a exterminé 90% des grands poissons. Hein. Il y a des estimations de scientifiques de l'ONU qui prédisent un effondrement des pêcheries commerciales d'ici à 2048 si on ne réforme pas complètement la gestion des pêches. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie complètement la façon dont on pêche aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais aujourd'hui 40% de ce qui est pêché dans l'océan ne sert pas à nourrir les humains, sert à nourrir en fait les animaux de ferme, d'élevage. Et ça, c'est absolument catastrophique. Aujourd'hui, les cochons et les poulets mangent plus de poissons que l'ensemble des requins ou des phoques du monde. Donc, on est aujourd'hui dans une exploitation à l'échelle industrielle. En fait, la pêche est une forme de chasse à l'échelle industrielle sur des populations sauvages. Et parce qu'on a aussi une très forte déconnexion de ce que sont les poissons, hein, qu'on considère à peine comme des animaux, c'est vrai que on les tue par centaines de milliards. Sans autre considération. On est aussi sur un système qui est très 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 lourdement subventionné et donc on maintient artificiellement une activité qui, si elle dépendait uniquement des capacités de l'océan, en fait, se serait déjà effondrée. Donc il faut vraiment qu'on revoie complètement tout ça et ça passe aussi par les consommateurs et par la façon dont on consomme les poissons. Xavier Louis, sur la pêche, la surpêche, la France est frappée par ça ou pas? Alors d'abord, c'est intéressant de dire qu'on a en France un institut qui s'appelle Ifremer. Oui. Qui fait un travail formidable, et c'est un des plus performants au monde, pour justement suivre l'évolution de ces populations de poissons. Et en tout cas, sur la zone européenne, à mon avis, il n'y a pas de risque concernant les espèces concernées. Bien sûr que si. Et je voudrais qu'on parle aussi de choses qui sont mal connues de nos compatriotes. La pêche à la légine, c'est quelque chose de très intéressant. La légine je connaissais même pas le nom. La légine est un poisson exceptionnel qui fait jusqu'à 2 mètres de long, qui se pêche essentiellement dans les mers froides australiennes et françaises. D'accord. C'est-à-dire autour de Kerguelen. Et Philippe, les Français l'ignorent. C'est le deuxième poste d'exportation. C'est pour ça que je reviens toujours à l'exploitation et à l'économie, pardon. C'est le deuxième poste d'exportation après la canne à sucre pour l'île de la Réunion. Parce que la légine, elle est vendue essentiellement, elle est exportée vers l'Inde et l'Asie. Donc là, et je peux vous dire que c'est surveillé de très près au niveau des quantités notamment, mais ça fonctionne bien et c'est une exploitation intelligente, raisonnée, et qui permet notamment à l'île de la Réunion d'avoir une économie très forte. Et il y a des quotas de pêche théoriquement qui sont des quotas de pêche européens, comme il y avait les quotas laitiers, etc. à l'époque. Muriel Papin, non? Alors, je ne suis pas une spécialiste de la pêche. Il y a des quotas de pêche au niveau de l'Europe, comme il y avait les quotas. Bien sûr, il y a des quotas de pêche, mais le problème, c'est qu'on est encore sur une méthode complètement archaïque qui date de l'après-guerre, qui est le rendement maximum durable, qui en fait n'a pas du tout une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on va raisonner espèce par espèce ou stock par stock, hein, comme le disent les scientifiques, et je pense qu'il y a un problème de sémantique aussi là-dedans, qui montre bien qu'en fait, on est sur une surexploitation de très nombreuses espèces de poissons. Et pour ce qui est du cas de la légine,
oui, il y a une forme de pêche de l'égine qui rapporte de l'argent parce que c'est un poisson qui se vend extrêmement cher. Par contre, aller pêcher un poisson qui a une durée de vie et un cycle de reproduction aussi lent à l'échelle industrielle, ça reste problématique. Et donc voilà, c'est pas non plus la panacée, contrairement à ce qu'on entend. Il y a aussi beaucoup de braconnage. Ça c'est surveillé par satellite. Un autre surveillé problème. Par satellite. Oui, c'est surveillé par satellite, mais il n'empêche qu'il y a énormément de braconnage. C'est les Coréens qui viennent. Il y a plus de 40% de braconnage. Alors il y a pas que l'océan, que l'océan austral. Il y a plus de 40% de braconnage, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui alimente près de la moitié du poisson qui est vendu en Europe. Donc vous voyez, c'est très problématique et c'est très difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. La traçabilité sur les poissons, elle est quasiment impossible à faire de manière sûre. Et c'est pas les labels comme le MSC par exemple qui vendent surtout de la bonne conscience. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le label MSC parce que tous les auditeurs sont au courant. Pardon, c'est le label Marine Stewardship Council qui est censé garantir que le poisson que vous achetez, s'il a ce label, a été pêché dans des conditions de pêche durable. Bon, voilà, et c'est pour l'essentiel, c'est quand même une énorme fumisterie parce qu'il y a des méthodes de pêche qui sont catastrophiques qui obtiennent ce label. C'est juste que comme il y a quand même une prise de conscience dans l'opinion publique et quand même on a de plus en plus de gens qui se disent bon, moi j'ai envie de continuer à manger du poisson, mais si je pouvais éviter de détruire l'océan au passage, ça m'irait bien. Du coup, il y a un véritable marché aussi de la bonne conscience qui s'est créé et ces labels ne sont finalement surveillés que par eux-mêmes et donc pour l'essentiel c'est une fumisterie. Xavier Louis, vous voulez pas réagir? On va plus parler des plastiques dans un. C'est pas trop votre sujet, ça. On va parler du plastique dans quelques instants, sinon. Oui, ce que je peux juste ajouter, c'est que dans les techniques de pêche, il y en a qui sont vraiment dévastatrices pour les fonds marins, parce qu'elles raclent les fonds. Et il y a des images qui ont circulé il y a peu de temps. Et en fait, il y a Greenpeace qui a balancé des gros rochers sur les fonds marins, pas très loin de nos côtes. Et elle dévaste absolument tout. Donc c'est bien, c'est l'occasion aussi. C'est bien que vous fassiez cette émission. C'est l'occasion aussi que les gens regardent des vidéos, qu'ils se renseignent, qu'ils aillent voir, parce qu'en fait, on est déconnecté de ce qu'on mange. Alors, il y a quand même une chose importante. On parlait notamment il y a quelques temps du thon rouge de Méditerranée, dont les Japonais sont très friands, notamment en sushi, en sashimi. Ça se vend très cher aussi. Ça se vend très cher. Alors, je suis jamais allé au Japon, donc je peux pas dire le prix, mais il paraît que ça se vend très cher. On a fait de gros efforts. La pêche a été interdite et après, l'espèce d'après ce que elle a été réduite en quantité. C'est vrai, elle a été grandement réduite en quantité. Oui. Et a priori, maintenant, ça va mieux, Xavier Louis, parce qu'on a pris des mesures fortes. Oui, mais on pourrait parler de la coquille Saint-Jacques. Tout d'un coup, on s'est trouvé presque en surabondance de coquilles Saint-Jacques l'hiver dernier. Donc c'est pour ça. Ça risque pas d'arriver avec le thon rouge, par contre. Hein. Oui, encore une espèce prédatrice vous allez sur Clipperton et vous avez tout ce que vous voulez en thon. Hein. Alors Clipperton, c'est mais ça ne veut pas dire que c'est en surabondance. Ça ne veut pas dire que c'est en surabondance. Les poissons prédateurs ne peuvent pas Mexicains, ils s'en portent très bien. Hein. Les Mexicains qui viennent pêcher dans nos eaux françaises, ils s'en portent très bien du thon. Biologiquement parlant, les thons ne peuvent pas être en surabondance, ça n'est pas possible. Et ils servent de nourriture aux grands prédateurs. Et pour ceux qui l'ignorent, on a une population d'orques ibériques qui est endémique du sud de l'Espagne, de la région de Gibraltar, qui est en danger critique d'extinction, parce qu'elle s'est spécialisée en thon rouge et qu'on a tellement surpêché le thon rouge qu'en fait, les mamans orques n'arrivaient même plus à avoir de petits. Pendant 20 ans, il n'y a aucun bébé qui a survécu. Donc il faut savoir que quand on surexploite une espèce de poisson, ça impacte toutes les autres espèces et notamment les prédateurs marins qui en ont un besoin vital. Mais la zone où la surexploitation est la pire, je crois, c'est l'Asie, c'est ça, Xavier Louis? Oui, déjà pour des raisons de population gigantesques, hein, c'est 3 milliards d'habitants. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest, mais pas parce que la surconsommation est faite par les Africains eux-mêmes, mais parce que notamment il y a les Russes, les Européens, les Asiatiques qui vont surpêcher en Afrique. Hein, c'est un supermarché à ciel ouvert, tout le monde se sert allègrement et c'est du poisson ensuite qui est vendu sur les étals, notamment européens. Et puis vous avez raison en revanche d'insister sur les méthodes de pêche, c'est ça aussi qui crée tout à fait. Un vrai problème. Vous avez tout à fait raison. Oui, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réglementer d'ailleurs. Aujourd'hui, la première cause de mortalité des mammifères marins, dauphins, baleines et phoques, et des oiseaux marins, ce sont les filets de pêche. Donc c'est le poisson qui est dans nos assiettes qui a été pêché de manière catastrophique. Vous avez raison, mais Philippe, ce que je voudrais, c'est qu'on peut-être on fasse pas tout sur les ressources halieutiques. Non, on va parler d'autre chose, parce que l'océan, moi j'insiste beaucoup là-dessus. Et pardon, je vais reparler de la France, qui est quand même une grande puissance, qui peut devenir sans contexte, une des 3 premières puissances mondiales économiques grâce à son empire maritime.
car c'est bien le seul empire sur la planète, puisque je rappelle que les journées commencent à Mata-Utu, à Wallis et Futuna, oui. et les journées se terminent en France, toujours, à Papeete, en Polynésie. Donc la France est le seul empire sur la planète. Mais quand on parle de l'exploitation des océans, les ressources halieutiques, c'est une chose, mais j'ai envie de dire c'est presque une petite chose. Il y a tout le problème du dessalement de l'eau de mer, qui est une chose vitale pour les années qui viennent. Et les 2 leaders mondiaux, c'est des entreprises françaises, pour dessaler l'eau de mer. C'est tout ce qui concerne l'exploitation des algues, pour le coup. Et les algues, c'est pour la santé, c'est pour la nourriture, c'est pour l'énergie. En termes d'énergie aussi, il n'y a pas que des ressources fossiles dans la mer, il y en a bien sûr, et on a les meilleures entreprises pour ce qui est de l'exploitation offshore. Ça aussi, c'est une force pour la France, essentielle, mais il y a tout ce qui est marémoteur. Usine marémotrice, rappelons quand même que c'est la France, avec le général de Gaulle, qui a le premier mis en place l'usine marémotrice de la Rance. L'usine de la Rance, qui fonctionne toujours d'ailleurs, ça n'a pas fait passer à l'époque le général de Gaulle pour un écolo. Allez, on va parler tout de suite des plastiques, mais après une courte pause de pub. Restez bien avec nous, on les vraies voix responsables. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables avec Muriel Papin, délégué général de l'association No Plastic in Maïsi, dont vous avez compris, pas de plastique dans ma mère. Ma mère, MER évidemment. Xavier Louis, co-auteur de France-sur-Mer, un empire oublié aux éditions du Rocher, qui travaille dessus depuis fort longtemps. Vous avez même fait des rapports pour Jacques Chirac. Lamia SM Lali, présidente de Sea Shepherd France, ONG de défense de la biodiversité marine. On va désormais surtout avec vous parler des plastiques. Où est-ce qu'on en est des plastiques dans les mers et les océans, Muriel Papin ? On est face à une pollution absolument considérable, avec une partie qui est visible. On voit tous quand on va en bord de mer, et même d'ailleurs quand on va en bord de rivière, exactement, des sacs plastiques, des bouteilles plastiques et d'autres objets. Beaucoup d'objets d'ailleurs de la restauration à emporter aussi, qui parfois ont l'air en carton, mais qui finalement ont toujours une couche de plastique, parce qu'il y a beaucoup de plastique caché. Vous voulez parler des gobelets notamment ? Oui, tout à fait. Ça, vous prenez une boîte pour une salade ou un gobelet à emporter, il y a toujours une couche de plastique, parce que sinon ça serait pas imperméable. Donc en fait, tous ces plastiques-là, souvent on les retrouve en effet dans l'environnement, mais ça c'est la part visible. Il y a toute la part invisible, c'est la part des microplastiques. Et les microplastiques, il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui en fait sont liés à la fragmentation des déchets plastiques. Donc ils vont se fragmenter, la bouteille plastique elle va se fragmenter à un moment, il faut des dizaines d'années en petits morceaux. Une bouteille en plastique standard, elle met combien d'années à se s'auto-dégrader jusqu'à disparaître dans l'océan? Plus de 400 ans. Mais ce qui est très complexe, c'est très complexe. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la bouteille plastique, elle commence sa dégradation dès l'usage. C'est-à-dire que quand vous buvez de l'eau dans une bouteille en plastique ou une boisson, eh bien vous avez des microplastiques qui vont partir du contenant et qui vont se retrouver dans ce que vous ingérez, ce que vous avalez. Et ça, on s'en rend pas compte. C'est là où le plastique est vraiment une matière complexe, c'est-à-dire qu'à la fois, il dure très longtemps et en même temps, il se désagrège petit à petit dès la consommation. Donc c'est pour ça que cette part invisible de la pollution plastique, c'est l'occasion d'en parler aussi, parce que si on reparle maintenant des océans, en fait, il y a autant, voire plus de pollution microplastique qu'on ne voit pas à l'œil nu que de pollution plastique. Donc ça va être des microdéchets, ça va être aussi, ça non plus les gens ne le savent pas, c'est que dans le processus de fabrication du plastique, on transporte dans les océans des granulés de plastique. C'est la matière première. Souvent, c'est des granulés. Quand on injecte un plastique, c'est souvent des granules. Voilà, c'est des granulés avant et on les transporte. Et on a aussi des pollutions qui sont liées au fait que de temps en temps, il y a des containers qui tombent, de temps en temps, il y a des sacs qui tombent et on va retrouver sur des plages aussi. Il y a eu beaucoup de scandales sur les plages françaises il y a un an où les gens retrouvaient en permanence des microbilles de plastique. Et là, c'est très compliqué de récupérer ces déchets-là et de les traiter. Mais quelles sont les conséquences dans l'océan du plastique sur la faune et la flore ?
Alors les conséquences sont considérables puisque on dit aujourd'hui que toutes les espèces marines sont concernées et que 90% d'entre elles sont soit blessées, soit par de l'étranglement, soit ingèrent du plastique et donc il y a des conséquences sur les espèces marines, souvent par ingestion. C'est-à-dire, par exemple, on sait que les tortues, 80% des tortues en Méditerranée avalent du plastique. Oui. Quand elles sont autopiées, on sait qu'il y en a 80%. Et à quoi on le voit si c'est du plastique invisible? Elles ont des billes de plastique qui se reforment dans le tube digestif, je sais pas. Quand il y a des autopsies sur des mammifères, des tortues, des animaux marins qui décèdent, et on trouve dans leur estomac, et des oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui avalent du plastique, et on trouve dans leur estomac des morceaux de plastique. Là, c'est un plastique qui est visible, c'est des petits fragments de plastique. C'est ce niveau-là de fragmentation. Parfois, ça va être aussi un sac plastique, ça va être une bouteille sur un mammifère marin, ça va être évidemment des plastiques plus importants. Et on peut imaginer, donc on les retrouve décédés souvent parce qu'en fait, il y a soit de l'occlusion intestinale, soit le fait qu'ils ont l'impression d'être à satiété. Et donc ils ne s'alimentent plus et donc ils s'épuisent. Voilà, donc il y a une conséquence vraiment importante sur les animaux marins et après évidemment ce plastique il rentre dans la chaîne alimentaire. Et qu'est-ce qui se passe alors pour l'humain, parce que la chaîne alimentaire, les humains sont quand même dedans, hein. On est très content de manger de temps en temps une darne de saumon, des crevettes ou un dos de cabillaud. Quelles sont les conséquences, il doit y en avoir plusieurs, sur la santé humaine? Alors ça c'est de plus en plus documenté par les scientifiques et en effet on sait, alors les scientifiques disent qu'on inhale, parce que c'est aussi dans l'air les microplastiques, par l'évaporation de la mer, il pleut des microplastiques, donc on inhale les microplastiques et on ingère via la chaîne alimentaire et ça va jusqu'à 5 grammes par semaine et on en retrouve ensuite... C'est-à-dire qu'on ingère des plastiques en respirant? On inhale des plastiques. Oui, donc en respirant. Oui, on inhale les plastiques. Et la conséquence sur la santé, les conséquences sur la santé, c'est quoi? Alors, il y a 2 types de conséquences. On retrouve des microplastiques partout dans le corps humain. On en retrouve dans le sang, on en retrouve dans le cerveau, on en retrouve dans les poumons, on en retrouve le pire. On en retrouve dans le placenta, du côté du fœtus. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle de bébés pré-pollués au plastique et aux additifs chimiques du plastique, parce qu'il y a des additifs chimiques dans le plastique. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'humain, les conséquences sont importantes. Et là, on parle du fait qu'on a du plastique, des produits chimiques dans le corps, mais après, c'est des pathologies. C'est des maladies digestives, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est des risques hyper importants sur la fertilité. Les plastiques dans le sang, ça n'a pas l'effet, je sais pas, du cholestérol qui bouche les artères. Ça a quelles conséquences sur le sang? Des maladies cardiovasculaires ou autre chose? Alors sur les maladies cardiovasculaires, il y a une étude qui montrait qu'on trouvait plus de microplastiques chez des patients qui avaient eu des accidents cardiovasculaires. D'accord. Que chez d'autres patients. Donc en fait, on commence à faire des corrélations avec des pathologies. De la même manière qu'on sait que les problèmes d'infertilité masculine sont liés à l'exposition aux phtalates qu'on retrouve majoritairement dans les plastiques. Donc là, c'est même pas la pollution, c'est même l'usage de produits plastiques. D'accord. Et ça pose des gros problèmes de fertilité masculine uniquement? Il y a aussi des problèmes de reproduction pour les femmes, mais en tout cas sur les phtalates, c'est majoritairement sur les spermatozoïdes que ça joue, la qualité des spermatozoïdes. Et il y a 5 continents théoriquement terrestres et on parle d'un 6e continent de plastique. Vous connaissez ce 6e? Il est où ce 6e continent de plastique? Avant tout, on va donner la parole à l'ami Assem Lali. Alors, oui, pardon. C'est pas vraiment un continent dans le sens où... C'est l'expression utilisée. Hein. Oui. Mais il y en a plusieurs d'ailleurs, des sortes de vortex en fait qui ont concentré d'énormes quantités de plastique. Qu'on appelle le continent de plastique. Donc ça, c'est la partie visible. Mais effectivement, comme ce qui a été dit précédemment, c'est la partie visible de l'iceberg. Le pire, c'est tout ce qu'on ne voit pas, ce qui se retrouve aussi dans les poissons et dans les poissons qu'on ingère. Et en ça, oui, c'est une des premières menaces qui pèsent sur la survie des animaux marins. Et je précise aussi, pour refaire quand même le lien avec la pêche, c'est que sur la question des macro-déchets plastiques, la majorité des macro-déchets plastiques sont des engins de pêche qui ont été perdus ou jetés en mer. Xavier Louis. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on réfléchisse aux solutions. Je crois que ça va être le dernier module de l'émission. Justement, non, parce que moi, j'essaye de faire un lien. Donc l'idée, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord diminuer l'usage des emballages plastiques, notamment, voire les éradiquer à terme, ce qui suppose de trouver une autre solution.
Alors, on est déjà passé des sacs en papier, des sacs en plastique aux sacs en papier. Est-ce que justement, on ne pourrait pas mettre le paquet aujourd'hui sur ce qu'on peut faire à partir des algues ? Car les algues, je pense, pourraient nous donner la solution. Eh bien justement, on va en parler dans quelques instants parce qu'il faut faire une courte pause publicitaire et on se retrouve pour parler des solutions. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables. On parle des océans avec Muriel Papin, délégué général de l'association No Plastic in My Sea. Xavier Louis, co-auteur de France sur mer, un empire oublié aux éditions du Rocher, qui avait travaillé dessus pendant des décennies, a fait notamment des rapports pour Jacques Chirac, et enfin Lamia SM Lali, présidente de Sea Shepherd France, ONG de défense de la biodiversité marine. On va parler des solutions, on va parler des solutions au plastique. Moi, je me souviens, on en parlait là pendant la pause. Quand j'étais gamin, il y avait le comptoir à consigne. Il n'y avait pas de bouteilles en plastique. Quand on buvait de l'eau minérale, du vin, de la limonade, du jus d'orange, que vous voulez, c'était des bouteilles en verre, on les ramenait en plastique. Est-ce que ce serait pas ça la bonne solution pour réduire drastiquement la consommation de plastique, Muriel Papin ? C'est une des solutions, vous avez complètement raison. C'est une qui est importante, et c'est vrai que si on prend par exemple l'exemple de Coca-Cola, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais ça y est, c'est maintenant c'est fait alors. Voilà, donc qui remporte régulièrement... Une marque américaine qui fait des sodas et qui a une couleur rouge, on aurait compris aussi. Donc en tout cas, cette marque-là qui fait des sodas régulièrement, elle est citée comme le plus grand pollueur plastique parce que c'est elle qu'on retrouve le plus dans l'environnement, ce sont les bouteilles de cette marque-là, et historiquement, ils ont fait un choix. Avant, ils étaient avec du verre réemployable. Et ils ont fait un choix à un moment de passer sur le tout plastique et sur l'usage unique. Et c'est pour ça qu'on les retrouve aujourd'hui sur toutes les plages du monde et que ce sont les plus gros pollueurs plastiques. La bouteille plastique, c'est l'un des objets qu'on retrouve le plus. Et donc, il y a un gros travail à faire dans le secteur de l'eau et des boissons embouteillées. Et c'est vrai que la bouteille en verre qu'on va réemployer, ramener... Laver et réemployer. Laver, évidemment, avant de la remplir, c'est essentiel. L'autre chose qu'il faut aussi avoir en tête, parce qu'il y a une logique de décarbonation, transporter des liquides, ben ça a une empreinte carbone, c'est que le mieux, pour ce qui est de l'eau en tout cas, c'est de boire l'eau du robinet quand on peut, quand on est dans un pays où on peut le faire. Ça, oui. C'est le mieux. Quitte à la filtrer si on trouve qu'elle a un goût, si on n'a pas complètement confiance. Il y a plein de machines qui existent pour la filtrer à la maison, ne fût-ce que des carafes. Excusez-moi, des pastilles, quand on fait de la randonnée, on sait ce que c'est ? Tout à fait, voilà. Donc en tout cas, voilà, il y a ces deux axes majeurs, c'est on sort de l'usage unique, on revient au réemploi des emballages, et c'est par l'exemple des bouteilles en verre, et globalement aussi, en fait, on change d'usage, et pour l'eau et les boissons, on est beaucoup plus sur l'usage de l'eau du robinet qu'on peut à la maison filtrer, gazéifier, aromatiser, on peut faire plein de choses. En fait, on peut faire son soda à la maison. Il y a des machines qui existent aujourd'hui. Il y a des machines qui existent, on ne citera pas de marque, mais on y pense. Voilà, et les sirops qui vont avec. Donc ça, comme la bouteille plastique, c'est vraiment un gros point noir. Là, déjà, on a tout un champ de solutions possibles. Xavier Louis, vous parliez des algues. On peut faire plein de choses avec les algues également, qui sont beaucoup plus bio que le plastique pour la bouteille de soda. Je n'ai pas cité de marque, vous avez remarqué. Non, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à trouver, à inventer avec les algues notamment, parce que moi, ma préoccupation, ça explique un peu ma position depuis et ma réaction au début de cette émission. Je me méfie de tout ce qui va être écologie punitive, c'est-à-dire les réglementations qu'on met en place pour empêcher la pêche, pour empêcher ceci, pour empêcher cela. J'essaye toujours d'être positif. Et par exemple, c'est de mettre le paquet, mais au niveau international, sur justement tout ce qu'on peut faire avec les algues à partir des algues, notamment par exemple remplacer le plastique, pourquoi pas, faire des emballages, je crois qu'il y a déjà une partie qui existe, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et par ailleurs, sur la façon de supprimer ou d'éliminer le plastique, je suis un peu surpris qu'on n'utilise pas plus l'incinération, d'autant qu'on sait traiter les fumées. Et ça éviterait que ça finisse dans la mer. Excusez-moi, il y a une chose qui est intéressante qu'on fait en Allemagne, notamment sur tout ce qui est consommation. Ça s'appelle la Pfand, c'est la consigne. Quand on boit une bouteille en plastique, il faut la rapporter au bistrotier. Enfin, quand vous achetez ça dans un kiosque, pour éviter de vous le ramenez et vous touchez 50 centimes d'euros, 30 centimes, je ne sais plus combien c'est. C'est une solution, ça aussi, pour le plastique, parce qu'il n'y a pas que le verre.
Alors vraiment, je voudrais juste revenir là sur l'incinération, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a une logique de hiérarchie de traitement des déchets, du plus vertueux au moins vertueux. Le plus vertueux, c'est réduire. Donc on trouve des solutions pour réduire les emballages, pas faire de mini-emballages, voilà, réduire. La deuxième solution, c'est réemployer. Donc c'est la bouteille en verre qu'on va réutiliser, par exemple. Là, ou sur un festival, l'éco-cup aussi qu'on réutilise. Elle est en plastique souvent, mais on la réutilise. Oui, c'est pas un déchet à usage unique. Et on peut la garder 15 ans. Et on peut la garder très longtemps. Donc le réemploi, on réduit, ensuite on réemploie, ensuite on recycle et ensuite seulement on incinère. Donc l'incinération, c'est pas si vertueux que ça. Voilà, donc ça c'est un point important. C'est pas vertueux, mais ça évite effectivement que ça aille dans la mer. C'est ça que je veux dire. Et je voudrais juste parler des textiles. Ça c'est hyper important parce qu'en ce moment il y a des débats sur la loi fast fashion et ça rejoint ce que vous disiez sur la logique économique. Est-ce qu'on doit être punitif, régulé ou pas? Il faut savoir que les textiles synthétiques relarguent des microplastiques et contribuent massivement à la pollution microplastique, et que le fait que ces textiles soient très peu chers fait qu'il y en a de plus en plus sur le marché et que ça pollue de plus en plus. Donc là aussi, moi je serais vraiment très favorable à ce qu'il y ait une régulation, et ça nous protège aussi économiquement, ça protège les emplois français par rapport à l'industrie chinoise, notamment de la fast fashion. Samia Semlali, qu'est-ce que vous allez proposer, enfin pas vous, mais votre ONG à l'UNOC c'est Lamia. Comme priorité. Comment Lamia, qu'est-ce que j'ai dit? Samia. Oh, autant pour moi. Ça arrive souvent, c'est pas grave. Non, sur la question du plastique, bon, je ne peux que rejoindre ce qui a été dit sur l'évidence qu'effectivement, il faut absolument commencer par réduire et donc revoir complètement la façon dont on consomme le plastique. Après, sur la question de la régulation, à mon sens, c'est important. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie punitive, il faut surtout pas être dans l'écologie punitive, etc. Au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi quand même qu'on se responsabilise, puisque là, on n'est pas encore dans l'écologie punitive. Je veux dire, la pire des écologies punitives, ça va être le retour de boomerang qu'on va se prendre face à l'effondrement du vivant et face aux conséquences du changement climatique. La vraie punition, elle va être là. Mais c'est important de mettre en place des régulations parce que sinon, tout le monde fait absolument tout et n'importe quoi, et ça sera au détriment de tous. Donc c'est un peu comme, si vous voulez, avec le code de la route. Pour le code de la route, on met des limitations de vitesse, il y a des radars, il y a des amendes, et c'est dans l'intérêt du bien commun. Et pour ça, il faut qu'on régule, il faut qu'on mette des règles, qu'on mette des limites, parce que sinon on peut pas vivre ensemble. Sinon, ça devient tout et n'importe quoi. Et pour l'écologie, c'est pareil. Et c'est pas une punition, c'est du bon sens. Et si on veut survivre tous ensemble, il va falloir qu'on mette tout ça en place. Encore une fois, ça n'est pas une punition, c'est ce qui nous permettra justement d'éviter le pire. Ça peut donner lieu à plein de choses ingénieuses, effectivement, monsieur qui s'intéresse beaucoup à l'économie, mais ça permet aussi de créer plein de nouveautés. Il faut juste qu'on se réinvente. Une question, il nous reste à peine une minute à tous les trois. Comme vous êtes à distance, on va commencer avec nous, Lamia. Est-ce que ce sommet va être un succès ou ça va faire flop? J'aimerais avoir une boule de cristal ou j'aimerais avoir le pouvoir de décider de l'issue et vous dire que ça va être un succès retentissant qui va marquer un grand changement dans l'avenir de l'océan. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, encore une fois, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'attends de voir le résultat, ce qui va en ressortir de très concret. Mais en tout cas, ça va être l'occasion de braquer les projecteurs sur la question de l'océan et ça, c'est une bonne chose. Ça va être un flop ou un succès pour vous, Xavier Louis? Je ne le prends pas comme ça. D'abord, je me réjouis que c'est lieu en France. Oui. Et justement que la France se mette au premier rang sur la question de l'exploitation des océans. Donc, de toute façon, je pense que ça fera avancer les choses, en regrettant que les très grandes puissances n'y soient pas. Un mot, vous pensez que ça va être un succès ou un flop? En ce qui concerne le plastique, j'espère que ça va être une étape importante vers le succès parce que on a en ce moment, en tout cas en août, ça va suivre à Genève, on aura le plaisir d'en reparler peut-être, les négociations d'un traité international contre la pollution plastique. La pollution plastique n'a pas de frontières, on a besoin d'un traité international comme les accords de Paris pour le climat. Ça se négocie en août à Genève, mais il y a plein de pays qui seront là pour en parler aussi à Nice et on espère que la France va pouvoir les fédérer vers une position ambitieuse. Merci beaucoup Marie Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in Maïsi. Xavier Louis, co-auteur de France sur mer, un empire oublié, publié au Rocher, qui a travaillé avec Jacques Chirac, notamment sur la mer. Lamia Semlali, présidente de Sea Shepherd France.
Merci à vous et tout de suite, les vraies voix du foot avec notre ami Tonton Mauricio qui n'a pas mis son maillot du PSG contrairement à ses promesses. Je vais le mettre, je l'ai promis, je vais le mettre. Ah d'accord, voilà. Alors le menu ce soir, évidemment la victoire du PSG. La victoire du PSG, on est obligé d'y revenir. Ensuite, on parlera de l'équipe de France qui va jouer demain un match important. Et puis il y a un autre match ce soir aussi, l'autre demi-finale, oui, Allemagne-Portugal. Voilà, et donc on va débattre de tout ça. On a un invité plateau, un supporter du PSG et on aura Bastien Aubert, notre partenaire de But Football Club, pour faire un point mercato. Voilà, on va essayer d'être complet. On a 1 heure pour traiter tout ça, mais ça va bouger. Et puis ça va bouger. Et puis évidemment, on pense aux Bleus qui vont jouer demain soir contre l'Espagne. Désolé pour moi, c'est la revanche d'il y a 1 an, la demi-finale perdue 2-1 en Ligue des Nations, alors qu'on menait 1-0. Allez, tout de suite, vous allez retrouver Sud Radio à votre service et nous on se retrouve pour les vraies voix demain 17h.